Salut, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau point lecture dans lequel on va parler de mes lectures d'avril. Avril, il me semble que j'ai eu des lectures assez variées. J'ai lu quelques romans, une nouvelle, une pièce de théâtre. J'ai pas lu de poésie. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu de poésie. C'est un peu par période avec moi la poésie. Si vous avez des recommandations de recueils de poèmes que vous aimez particulièrement ou que vous avez lus récemment, dites-le moi dans les commentaires, je regarderai ça avec grand plaisir parce que j'aimerais bien lire un peu plus de poésie. Donc j'ai lu 6 livres au mois d'avril et on va commencer tout de suite avec le premier qui est Gloire tardive d'Arthur Schnitzler. Alors ce livre, comme quelques autres que je vais présenter, était dans mon book haul, qui est une de mes dernières vidéos. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez découvrir d'autres livres déjà, mais surtout si vous voulez en savoir un peu plus sur le contexte de rédaction de certains livres sur lesquels je ne vais pas nécessairement revenir. Mais voilà, Arthur Schnitzler est un écrivain autrichien de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ce texte, qui est loin d'être son plus connu, il me semble, a été écrit autour des années 1894-1895, mais il a été publié que de manière posthume après la mort de Schnitzler, qui est mort dans les années 30, qui a été retrouvé dans le fonds d'archives après la guerre. Dans ce texte, qui fait à peu près 150 pages, et que Schnitzler considérait comme une nouvelle, il me semble, on va traiter de la gloire tardive du poète. Un vieux fonctionnaire va voir ressurgir devant lui son passé de poète, et va intégrer un groupe de jeunes poètes, alors que lui, il est déjà âgé. Je vous en dis pas plus. C'était assez intéressant. Je pense que ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. À vrai dire, je l'ai lu au tout début du mois. Je n'y pense pas très régulièrement depuis. C'était bien écrit. C'est intéressant sur la figure du poète et de l'artiste. Comme mon mémoire de littérature portait précisément sur ce sujet, c'est vrai que j'y ai trouvé un certain intérêt. Et comme c'est un sujet que je connais quand même pas mal, j'ai réussi à voir ce qu'il y avait un petit peu d'original, il me semble, dans la représentation du poète par Schnitzler, qui questionne notamment le fait de n'être plus poète. Il y a ceux qui sont poètes contre ceux qui ne sont pas poètes constamment dans l'histoire, et en fait ce vieil homme se rend compte qu'il n'est plus poète. Et comment est-ce qu'on vit avec ça ? C'est un petit peu les questions que pose l'ouvrage. C'est la création artistique en général qui est interrogée, et ça c'est très chouette. On peut y voir quelque chose d'un peu cynique, je trouve, dans cette manière de répudier la poésie. Mais il me semble que Schnitzler voulait plutôt faire de ce vieux poète, ce vieux fonctionnaire, une figure touchante. Je ne sais pas vraiment si moi il m'a touchée, mais c'est vrai que ça met un petit peu mal à l'aise parce qu'il y a cette chose délicate de la question de est-ce qu'on a réussi sa vie ou pas qui moi est le truc, je pense, qui me fait le plus de mal en littérature, c'est de voir des vies ratées, ce qu'on considère comme des vies ratées. Là, je dirais pas que c'est le cas, et d'ailleurs je vous laisserai en juger par vous-même. Mais voilà, il y avait cette ambivalence de la figure du poète à la fois touchant et en même temps un petit peu cynique parce qu'il remet en question un certain nombre de préjugés de l'époque sur la figure de l'artiste qui est censée être tout à son œuvre. Quand on est poète au 19e siècle, on ne peut pas ne plus l'être. On l'est pour la vie. C'est quelque chose d'inné, presque, même s'il y a aussi une valeur du travail. Voilà, en fait, ce sujet sur l'artiste, je pourrais en parler des heures, donc je vais arrêter. Vous voyez l'essence de ce qu'il y a dans cet ouvrage, à vous de juger si vous voulez le lire ou pas. Moi, j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment. Je sais pas si c'est le meilleur texte pour entrer dans l'œuvre de Schnitzler, mais j'aimerais bien découvrir d'autres textes de cet auteur. Ensuite, j'ai lu un texte qui m'a beaucoup plus emballé. Il s'agit de L'amour de François Bégodeau, dont je parle également dans ma vidéo Book Haul, et qui m'a juste donné envie de lire ce livre immédiatement après l'avoir filmé, donc c'est chose faite. Dans ce texte paru en 2023, François Bégodeau avait le projet d'écrire une histoire de l'amour vécu. Pas une histoire de l'amour absolu, pas un énième mythe de la passion, mais vraiment l'amour comme il est vécu par la plupart des gens, dans la plupart des endroits, un amour simple, quotidien. Et qu'est-ce que l'amour au quotidien ? C'est aussi quelque chose qui est très intéressant, qui est complètement éludé dans le mythe de la passion, puisque la fin de la passion, c'est-à-dire son but, c'est la mort, donc nécessairement les personnages ne vivent pas ce quotidien-là, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, l'amour au quotidien. Donc j'ai vraiment apprécié cet ouvrage qui m'a beaucoup émue. On y suit Jeanne et Jacques Moreau tout au long de leur vie. Au début, on est plutôt du point de vue de Jeanne, parce que c'est sa vie qui commence sous nos yeux, quand elle est déjà adolescente, mais on est avant leur rencontre, on suit leur rencontre, qui apparaît presque comme un non-événement, et toute cette vie est constituée de petits non-événements et pourtant l'amour est présent, l'amour est fort. Vous voyez, c'est très court et pourtant ça raconte 50 ans de vie. Donc comparé à L'Art de la joie qui fait 100-800 pages, on est sur une manière d'écrire, une narration
complètement différentes. Là, les choses s'enchaînent très rapidement, on passe de non-événement à non-événement, le mariage, l'enfant, tout ça. Et pourtant, on sent un attachement entre les personnages, une tendresse, malgré l'écriture qui reproduit aussi une certaine distance. On n'est pas habitué à lire quand on parle de l'amour, mais je trouvais ça très juste, très beau. C'est à la fois drôle et triste. Il y a des passages qui sont très drôles, il y a des passages qui sont très tristes, la fin particulièrement. À la fin, il y a quelque chose de presque mystique qui pourrait reproduire presque l'idée qu'on ne se sépare jamais, que l'amour est plus fort que la mort. Mais toujours penser dans ce quotidien-là. À la fois, c'est un contraste parce qu'on ne l'attendrait pas ici, et à la fois, c'est très juste, ça va très bien avec le ton du texte. On reste dans cet amour simple, sans caractère épique, grandiloquent. J'ai trouvé la première phrase particulièrement chouette parce que j'y vois personnellement un pastiche de la première phrase d'Aurélien d'Aragon qui commence par ces mots. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Et qui était déjà quelque chose d'assez fort et un peu révolutionnaire à l'époque, parce que commencer une histoire d'amour où le personnage principal trouve la femme qu'il va aimer tout le long du roman franchement laide, bon bah vous voyez, ça crée un contraste un petit peu cynique et très intéressant. Et là, la première phrase du livre, c'est « La première fois que Jeanne voit Pietro, c'est au gymnase où sa mère fait le ménage. » Donc déjà, dégonflement épique, c'est dans un gymnase où elle fait le ménage avec sa mère, alors que lui, il joue au basket. On parle de Pietro. Je vous laisserai faire le lien avec les personnages dont j'ai dit qu'on parlait dans ce roman. Et c'est écrit au présent, donc on a aussi quelque chose de très différent. Donc voilà, la première fois que Jeanne voit Pietro, c'est au gymnase où sa mère fait le ménage, et cette première phrase qui est très intéressante pour son aspect de pastiche, pour le temps qui est employé, pour le ton qui est employé également, est assez programmatrice, on va dire, de l'œuvre que j'ai beaucoup appréciée. C'était la première fois que je lisais François Bégodeau, et franchement, j'ai envie de lire d'autres textes de lui. Ensuite, j'ai lu Pas pleurer de Lydie Salver. Pourquoi? J'ai encore une fois écouté un épisode de Bookmakers qui était celui où était interviewée Lydie Salver, donc l'autrice de Pas pleurer, qui a reçu le prix Goncourt en 2014, l'année de sa sortie. J'ai trouvé son interview particulièrement touchante. Honnêtement, je pense que c'est l'interview qui m'a le plus touchée. J'ai décidé de lire un de ses livres, et c'est vrai que Pas pleurer s'est un peu imposé à moi. Pas pour le prix Goncourt, parce que généralement, je ne choisis jamais mes lectures en fonction des prix. C'est vrai que là, ça donne l'occasion de voir quel type de roman est primé, quel type de roman est récompensé par un prix comme le prix Goncourt. Donc c'est aussi intéressant à voir. Mais c'est avant tout pour le titre que je trouve très beau, Pas pleurer, et pour le sujet que j'ai trouvé particulièrement intéressant, qui m'a parlé. Dans Pas pleurer, si vous ne l'avez pas lu, si vous ne l'avez pas entendu parler, Lydie Salver parle de l'année 1936 en Espagne, et elle fait se croiser deux voix. La voix de sa mère, qui est espagnole, qui vient d'un village espagnol, et qui avait à l'époque 16 ans, et la voix de Bernanos, qui est un écrivain connu, reconnu, un écrivain catholique, qui a écrit Grand cimetière sous la lune, dans lequel il dénonce les atrocités qui ont été commises en Espagne en 1936 par Franco et les nationalistes. Lydie Salver confie elle-même qu'elle a été étonnée de la position de Bernanos, qu'elle ne pensait jamais écrire sur et avec la voix d'un auteur catholique comme Bernanos. Mais pourtant, lui, très religieux, a réussi à se dresser contre l'Église, contre le clergé, contre les évêques espagnols qui soutenaient et qui validaient, qui légitimaient les violences commises par les nationalistes et par Franco au début de la guerre civile espagnole, donc on est en 1936. Donc on a ces deux voix, mais c'est également deux histoires différentes, parce que il y a l'histoire de la mère de Lydie Salver qui le raconte à sa fille, et pour elle, l'année 1936 est symbole de liberté, puisqu'en fait il y a une parenthèse, on va dire, une parenthèse anarchiste, une parenthèse libertaire dans cette Espagne de 1936 qui a été éludée du récit national qui oppose, durant la guerre civile, traditionnellement, les communistes aux nationalistes. Or, il y avait aussi d'autres forces en présence, il y avait les anarchistes qui ont été massacrés et par les nationalistes et par les communistes. On voit très bien dans le village dans lequel se situe une partie de l'intrigue, puisqu'il est celui de la mère de Lydie Salver, comment se jouent ces différentes prises de pouvoir, prises de position politique. Plus qu'une différence entre anarchistes et communistes, il y a une différence entre anarchistes, marxistes, communistes. Donc on voit ces distinctions qui aujourd'hui sont regroupées sous un terme de communiste. En fait, à l'époque, il n'y avait pas du tout de rassemblement autour d'un seul terme, d'une seule idéologie, d'un seul groupe, et il y avait beaucoup de dissensions. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans ce texte qui est quand même assez exigeant. Une des particularités, c'est l'usage du fragnol. Donc c'est-à-dire que quand c'est la mère de Lydie Salver qui parle,
Elle reproduit sa manière de parler qui est de mélanger le français et l'espagnol, donc ça donne le fragnol. Bon, moi j'ai fait de l'espagnol, je suis pas du tout bilingue espagnol, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, mais ça reste accessible, on comprend. L'espagnol, c'est une langue qui est pas très éloignée du français, donc on peut quand même comprendre pas mal de choses. Par contre, bon, Lily Salver disait dans son interview que faut pas abuser quand même, c'est pas de l'allemand et tout le monde peut un peu comprendre. C'est pas vrai. Enfin, il y a des passages, il y a des longues phrases en espagnol. Si on n'a pas fait d'espagnol, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Mais moi, je ne considère pas que pour aimer, apprécier un texte, apprécier une lecture, il faille tout comprendre. Même ce serait plutôt l'inverse, donc j'ai trouvé que ça apportait quelque chose qui était vraiment très chouette. Donc j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans ce texte, pas tant à cause de la barrière de la langue que d'autres éléments. C'est pas facile d'entrer dans une discussion entre une mère et sa fille, et c'est pas facile non plus de se prendre un résumé de tout ce qui s'est passé en Espagne en 1936. Pour autant, j'ai été vraiment conquise par ce texte. Enfin, j'ai été subjuguée. Au fur et à mesure de la lecture, j'ai été de plus en plus prise. J'ai lu, franchement, la fin, j'ai pas voulu m'arrêter de lire. C'est déchirant, mais c'est beau. Il y a une forme de suspense parce qu'on sait qu'il y a un événement tragique qui va se produire, mais on ne sait pas exactement lequel. Et on se rapproche petit à petit. J'ai trouvé que la partie sur Bernanos était peu exploitée et pas exactement comme je l'aurais souhaité, je pense. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement deux voix qui se croisent. On a donc cette conversation avec la mère, le regard de la mère. Bernanos, on a un résumé de sa vie à ce moment-là et de ce qu'il écrit, des moments où il prend la décision de parler contre l'Église, là où d'autres auteurs, comme par exemple Paul Claudel, choisissent de se taire, voire de valider les crimes commis par les nationalistes, soutenus par l'Église. J'aurais aimé qu'on entende plus la voix de Bernanos. Là, ça crée un décalage, déjà parce qu'on l'entend moins. Ces parties s'étendent sur moins de pages, tout simplement. Ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est les parties un peu moins intéressantes, mais aussi parce que je pense qu'elles sont pas travaillées comme elles auraient pu l'être. C'est-à-dire que si on n'avait pas ce décalage de qualité entre le fait que le récit de la mère est émouvant, prenant, celui de Bernanos, bien certes, c'est des choses horribles qui sont racontées, parce que pour lui, l'année 1930 c'est synonyme d'horreur. Donc on a cette distinction entre la parenthèse libertaire, c'est la plus belle année de sa vie pour la mère de Lydie Salver. Et c'est peut-être la seule année où elle a été heureuse. Et tout ce qui s'est passé ensuite, c'est vraiment rien. On va jusqu'en 1939 parce qu'il y a des choses importantes qui se passent. Il y a ce fameux événement tragique et ensuite il y a l'exil forcé parce que les nationalistes prennent du terrain, du pouvoir et qui s'acheminent vers la victoire. Donc la mère de Lydie Salver doit partir à pied pendant des jours et des jours et des jours pour rejoindre la France. Bref, donc on a cet aspect-là. Du côté de Bernanos, c'est que l'horreur qui nous est rapportée, mais elle a du mal à nous toucher parce qu'il n'y a aucune profondeur dans la manière dont c'est écrit. Donc j'ai été un peu déçue de la partie de Bernanos. J'aurais voulu voir travailler un petit peu différemment, avec un peu plus de profondeur. Mais à part ça, c'était un livre vraiment génial qui m'a beaucoup émue, qui a remué beaucoup de choses en moi, qui a fait naître des réflexions politiques, qui ne les a pas fait naître, mais qui les a fait ressurgir par la subtilité, la nuance qu'elle apportait dans la façon dont les différentes idéologies vivent ensemble, coexistent ou non, ce qu'on veut, à quel âge de notre vie on le veut, ce qui est possible, ce qui est impossible, pourquoi c'est impossible, est-ce qu'on est forcé de mourir quand on se rend compte que certains rêves sont impossibles. Ça m'a beaucoup remué, j'y ai beaucoup pensé et je vous recommande vraiment de lire Pas pleurer de Lydie Salver. J'ai entendu d'autres personnes qui avaient beaucoup aimé ce livre. Après la lecture très forte et très puissante qui a constitué pour moi la lecture de Pas pleurer de Lydie Salver, comme je le disais, j'ai voulu lire un livre doux, calme, sans prise de tête. Et donc je me suis tournée vers un autre livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, qui est Les dernières volontés de Heather McFerguson de Sylvie Wojcik. Bon, on y suit donc, comme je le disais la dernière fois, un libraire qui se voit léguer une maison en Irlande dans un petit village d'une femme qu'il ne connaît pas. Donc il part dans ce village et là-bas, il mène un peu l'enquête de savoir pourquoi cette femme lui a légué cette maison, qui était-elle. À ce moment-là de sa vie, Aloïs a déjà perdu ses deux parents, son père assez récemment. On a donc cette enquête, mais surtout le fait de réapprendre à vivre, d'apprendre à vivre vraiment hors de Paris, qu'il a toujours connu, dans des paysages absolument merveilleux, avec un rythme de vie qui est très différent, et on va dire une échelle des valeurs différente aussi, parce qu'on ne valorise pas les mêmes choses. C'est vrai qu'on a envie de savoir, on est un peu pris par cette enquête, on a envie de savoir pourquoi est-ce que cette femme lui a légué
sa maison, mais très vite on a des gros indices en réalité j'ai l'impression que dans la gestion des indices, ça va peut-être un peu trop fort dès le début parce qu'on se doute un petit peu de ce qu'il y a, mais en même temps vu qu'on n'en est pas sûr, on reste jusqu'au bout. Mais le livre montre bien que ce qui importe, c'est pas vraiment ça, c'est le fait d'avoir trouvé un chez-soi ailleurs, là où on ne pensait pas qu'il existait. C'est un livre qui est sage, c'est très sage, c'est juste une histoire qui part d'un point A et qui se rend à un point B. Il n'y a pas de rupture narrative, il n'y a pas de jeu avec la narration, qui sont, moi, des choses que j'aime voir en littérature, que je trouve intéressantes. Là, c'était un peu sage. C'est bien écrit. Vous voyez, c'est bien écrit comme un écrit scolaire, enfin, comme on apprend à écrire sans faire trop de répétitions, sans faire des phrases trop longues, mais pas trop courtes non plus, et qu'il faut que la phrase porte un message, tout ça. Donc bon, c'est juste pas spécialement ce que j'apprécie en littérature. Il faut aussi prendre en compte que c'est son premier ou son deuxième roman, il me semble. Donc voilà, je sais pas si je relirai cette autrice, mais c'est vrai que j'y ai trouvé en quelque sorte ce que je cherchais, c'est-à-dire un espèce de calme dans la fiction romanesque. Après ce livre, j'ai enchaîné avec La femme gelée d'Annie Ernaux, que j'ai également reçu pour mon anniversaire. C'est le deuxième livre d'Annie Ernaux que je lis. J'avais lu l'année dernière Passion simple, que j'avais absolument adoré. Le style dans La femme gelée est très différent de celui dans Passion simple, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment différent. Je vais pas mentir, j'ai trouvé ça un petit peu difficile à lire au début. Le style est vraiment particulier et difficile. En fait, il y a beaucoup d'ellipses. Pas tant dans la narration où on va omettre des moments de narration, on va omettre tel événement. Même dans la phrase, il y a des choses qui sont pas dites et qui sont sous-entendues. Donc, si on lit rapidement, bon bah voilà, on lit rapidement, mais on n'a pas tout ce qui est derrière le texte en quelque sorte. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a un derrière le texte où il y a quelque chose dans la pensée de l'autrice qu'il faudrait atteindre, mais que le texte ne nous livre pas réellement. Enfin, pas dans les mots, il faut aller chercher. Donc il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de phrases non verbales. Au début, j'ai eu un petit peu de mal avec le style, mais très vite, je m'y suis faite. Il y a des moments où en fait, j'ai l'impression qu'il s'allonge les phrases s'allongent au fur et à mesure. Elles disent de plus en plus. Plus ça allait et plus on disait. Au début, on laisse beaucoup de place au lecteur pour comprendre, pour imaginer, puis plus ça va, plus en fait on rentre dans le concret de sa vie de femme gelée. Plus on rentre dans ce concret-là, plus c'est dit, plus c'est martelé, plus c'est montré. Et donc, au fur et à mesure de la lecture, ça devient un petit peu plus facile d'accès, on va dire. En me lançant dans La femme gelée, je pensais que le livre entier traitait de ce dont elle parle dans la dernière partie du livre, on va dire. C'est-à-dire sa vie de couple, son mariage et la manière dont elle s'est sentie enfermée par cela, la manière dont elle a dû renoncer à beaucoup de choses pour être femme et mère. En réalité, on commence dans sa petite enfance. Les premiers passages traitent de la famille d'Annie Ernaux avec toutes les femmes qui l'ont environnée. Et ensuite, on passe à une espèce de description de son enfance, mais très chronologique. On va de la plus petite enfance vers, en fait, ce cheminement jusqu'à ses 28 ans. Et c'est très bien. Évidemment, il fallait le faire comme ça, on pouvait pas juste parler de la dernière partie sans savoir tout ce qu'il y avait avant, parce que donc il y a tous ces portraits de femmes au début, qui expliquent un petit peu avec quel modèle féminin Annie Ernaux a grandi. Ensuite, elle parle de ses parents, d'abord de son père, puis de sa mère, et franchement, c'est magnifique. La manière dont elle écrit sur ses parents. En fait, avec Annie Ernaux, et c'est encore le cas dans ce livre, il y a quelque chose de très juste. Enfin, je me dis qu'elle arrive à dire ce que je ressens et ce qu'on ressent d'une manière où j'aurais pas réussi à le formuler. Et c'est d'une simplicité extrême, et pourtant c'est exactement ce qu'on voulait dire et ce qu'on pense. L'écriture d'Annie Ernaux, même si elle est largement autobiographique, porte quelque chose de plus large, quelque chose de presque universel. Je me souviens qu'au moment où elle a reçu le prix Nobel, il y avait notamment ces critiques donc, sur l'écriture blanche et sur le fait qu'elle est toujours en train de parler d'elle, qu'elle est toujours au jeu, et qu'elle a même écrit elle-même et dit, il me semble, dans son discours de réception du Nobel, qu'elle ne pouvait pas sortir d'elle. Pour écrire, elle avait besoin de ne pas sortir d'elle, d'être en elle, alors que, il me semble que c'est Camus qui dit, et que c'est quelque chose de communément partagé aussi, pour écrire, il faut savoir sortir de soi. Bon. Mais ça postule une différence fondamentale entre moi et les autres, entre l'individu et le reste, ce qui n'est pas forcément la vérité. Annie Ernaux, en parlant d'elle, parle des autres. C'est pour ça qu'elle écrit une auto-sociobiographie, pour reprendre ces termes, parce qu'il y a quelque chose d'évidemment sociologique, social dans l'écriture d'Annie Ernaux. Et ensuite, un autre point que je trouve très important à dire, c'est que parce qu'elle est une femme et que son jeu est celui d'une femme, on a l'impression qu'elle ne parle que d'elle, alors qu'elle parle quand même de l'expérience d'une moitié de l'humanité.
Elle parle de l'expérience de toutes les femmes, en parlant de son avortement clandestin, en parlant de la manière dont le couple enferme les femmes dans le mariage, dans les années dans lesquelles elle est mariée. Elle parle d'une expérience de femme. Et c'est pas parce que c'est une expérience de femme que ça doit être qualifié de purement individuel. Et c'est un préjugé dont ont longtemps souffert les femmes. Petite parenthèse fermée. Mais voilà. Donc elle parle d'une expérience de femme très large, très vaste, à travers son expérience propre. Et ça, c'est très juste, c'est très beau. Elle explique la manière dont elle s'est construite comme femme depuis sa petite enfance, et notamment sur ce sujet de l'amour. Et elle dit, à un moment donné, quand j'avais 10 ans, voyager et faire l'amour, voilà ce qu'il y avait de plus beau pour moi. C'était tous ses rêves, en fait. Donc elle montre comment elle se construit, elle montre comment sa famille n'était pas une famille classique, ordinaire, et donc elle n'a pas eu ce problème de genre. Elle s'est jamais dit que les femmes devaient faire telle chose et les hommes telle chose, parce que dans le couple de ses parents, les rôles n'étaient pas ceux assignés par la société. En fait, il y a souvent ce truc qui revient de cette différence que je ne voyais pas. On m'imposait constamment une différence entre les hommes et les femmes que je ne sentais pas et que je ne voyais pas. Et comment est-ce qu'on explique ça ? Et ce roman, c'est juste un roman de la différence, de comment est-ce qu'on différencie les hommes et les femmes progressivement. À un moment, elle écrit « Il s'agit maintenant de dire comment l'impossible advient. » Et l'impossible, c'était se retrouver enfermée dans ce corps de femme gelée, se retrouver avec un mari et 2 gosses à 25 ans, alors elle avait juste envie de faire des études et qu'elle pensait ne jamais se marier. Et tout au long du roman, elle voit des femmes mariées, elle se dit mais jamais ce sera moi. Et donc il s'agit d'expliquer comment l'impossible advient, comment cette différence-là prend le pas sur tout le reste et comment est-ce qu'elle va le subir. C'est beau, c'est vraiment une prouesse littéraire. Ce jeu sur la double énonciation, donc le fait que quand on se raconte, il y a la personne racontée et son point de vue et le point de vue de la personne qui écrit. Bien, elle joue beaucoup là-dessus parce qu'elle dit attention à ne pas valoriser maintenant ce que je trouvais répugnant et à ne pas dire que je trouvais répugnant ce que je valorisais, à savoir mettre des mini-jupes, sortir avec des garçons, ça je le valorisais, il faut pas que je dise maintenant que je m'en fichais parce que c'est pas vrai. Il y a une volonté de dire ce qu'on a été avec justesse et faire justice à ça, de dire une expérience de femme de A à Z, pas sans rien occulter, mais sans rien travestir de la réalité et de ce qui a été. Donc voilà, c'était une très très belle expérience de lecture et j'ai hâte de relire un ouvrage d'Annie Ernaux. Enfin, j'ai lu Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, qui est une pièce de théâtre. Dans ce texte, c'est l'édition de 1902. Il me semble que la première édition du texte de Maeterlinck, et la première fois qu'il a été joué, c'était en 1892. Ensuite, il l'a remanié en 1898, et il insistait beaucoup pour qu'on garde ce texte de 98 et les textes postérieurs. Debussy a créé un opéra à partir de cette pièce de théâtre, ce qui a été un petit peu un cadeau empoisonné pour Maeterlinck qui à la fin ne reconnaissait plus sa pièce. En ce qui concerne mon expérience de lecture, j'ai été un petit peu mitigée, on va dire. Je ne sais pas si c'est une pièce à lire. Peut-être qu'il faut l'avoir jouée. Donc je vais m'expliquer. Cette pièce, on nous la présente, et elle est connue pour être l'histoire d'un amour impossible. Maeterlinck revisite le topos de la passion amoureuse tragique. On a l'impression de voir Tristan et Iseult ou Pyramide B. Surtout Tristan et Iseult dans la mesure où le cadre est déréalisé, on ne se situe pas dans un espace-temps spécifique. Pour autant, il y a beaucoup de références et de sonorités dans les noms, dans les lieux, et la manière dont le décor est décrit qui rappelle le Moyen-Âge, qui rappelle aussi l'univers des contes. Il y a bien une présence de la forêt hyper importante, donc je ne m'étais pas trompée. Il y a vraiment quelque chose avec la forêt chez Maeterlinck, parce que ça participe en fait à cet onirisme et à ce cadre un petit peu sombre. La forêt, c'est aussi l'endroit, il me semble, pour les romantiques. Maeterlinck n'est pas du tout un romantique, il appartient au courant symboliste. Mais depuis les romantiques, on va dire, la forêt, c'est comme la nuit, c'est un espace aussi de sauvagerie et de liberté, mais c'est aussi un espace de fantasme et de rêve. Et le rêve, c'est l'essence même, en fait, du drame de Maeterlinck, des pièces de Maeterlinck. C'est posé sur le rêve. Voilà. Maeterlinck, c'est un théâtre qui est très particulier. J'avais adoré Les Aveugles, je me souviens, et j'étais très contente de relire Maeterlinck. Mais là, c'est très difficile. Parce qu'en fait, ça repose sur l'incompréhensible. Ça repose sur le rêve. Et donc, cette logique du rêve qui n'en a pas vraiment, on est sur de l'incompréhensible, de l'étrangeté, et en fait, rien ne se passe. Mais vraiment, rien ne se passe. Et enfin, je veux dire, il n'y a pas de scène où on se rend compte que Péléas et Mélisande sont amoureux. Non, pas du tout. Et franchement, moi, je trouve que cette histoire d'amour, elle est vraiment annexe. C'est pas du tout un drame de la passion amoureuse, Péléas et Mélisande. C'est juste un drame de l'être humain. C'est un drame d'être absent à soi.
de ne pas se trouver, d'être loin de sa vie. C'est un drame de l'incompréhension. L'incompréhension entre les êtres et le monde, et entre nous et nous-mêmes. Et c'est abyssal, et c'est très déprimant, et c'est très beau, mais à lire, c'est quand même assez... parce qu'il y a tellement peu. Il y a tellement peu. Il me semble que dans Les Aveugles, c'était moins poussé, cette ellipse, cette incompréhension, cette espèce d'engloutissement du sens au fur et à mesure qu'il s'énonce. On est juste dans quelque chose d'incantatoire, de merveilleux, dans le rêve, mais tout le sens s'effrite à mesure qu'on pense le saisir. Donc il n'y a pas vraiment de sens de l'amour, vous voyez. Enfin, je vois pas exactement comment on pourrait en trouver un. Et aussi, pourquoi est-ce que je dis qu'il vaut mieux le voir, c'est parce que le théâtre de Maeterlinck, et ça je l'ai vraiment compris en lisant la préface, hein, c'est pas du tout mon analyse personnelle, enfin, c'est difficile à se dire comme ça, mais c'est vraiment une révolution de la scène théâtrale. Maeterlinck se défie de l'acteur comme incarnation de ces personnages, parce que c'est évident, vu que ces personnages sont des ombres, des reflets, plus que des personnes, des figures, des fantômes, vous voyez, plutôt. Bien évidemment, l'acteur qui donne vie à cela, c'est difficile de trouver un acteur qui a un reflet, quoi. Et donc, en fait, il coupe un peu l'herbe sous le pied de l'acteur, avant même de lui donner le texte, réduisant le texte. Il réduit le texte pour pas que l'acteur trahisse la pièce, en quelque sorte. Donc ça, c'est assez intéressant. Encore lié à cette conception des personnages, à cette conception de l'intrigue, à cette conception du drame statique où il ne se passe rien à part la perte de soi et des autres. Ce qui compte, donc, c'est ce reflet, c'est cet aspect fantomatique, donc c'est les jeux de lumière. En fait, c'est vraiment la mise en scène, mais une mise en scène différente du théâtre où des personnages sont incarnés par des acteurs et on a, je sais pas, un salon avec un canapé et une table. Là, non, franchement, tout est dans le choix des couleurs, le choix des lumières. Donc je pense que c'est une pièce vraiment très intéressante à voir. À lire, c'est assez compliqué. Après, ça apprend quand même beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est une révolution, que ce soit de la manière dont on scénarise au théâtre et de la manière dont on conçoit le théâtre. Et ça imprègne beaucoup d'auteurs au XXe siècle. Et la pièce de Maeterlinck aussi est liée au contexte du développement de la psychanalyse et de la découverte de l'inconscient. Ce symbolisme où les symboles ne sont pas des symboles prédéfinis par l'auteur, mais qui sont des symboles de l'inconscient et qui s'insinuent dans la pièce presque à l'insu du poète. Donc c'était très intéressant de lire Péléas et Mélisande. Peut-être que je relirai Les Aveugles parce que je m'en souviens peu, mais je me rappelle avoir adoré ce texte. Aussi, Maeterlinck a été loué dès sa première pièce par Octave Mirbeau. Donc si vous aimez Octave Mirbeau, sachez qu'il était un grand admirateur de Maeterlinck. Donc peut-être que vous vous intéresserez à ce théâtre qui est, je le redis encore une fois, même si l'expérience de lecture est compliquée, très intéressante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ces lectures avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces textes. Également, ce que vous avez lu en avril, ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Je tenais à vous remercier aussi d'être présent et de répondre sous mes vidéos, de m'encourager. Ça me fait vraiment très très plaisir. En tout cas, moi je suis ravie de pouvoir vous proposer du contenu. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voudriez voir par la suite. Donc je vous dis à bientôt, et en attendant, faites de belles découvertes.